Voilà, je m'appelle Guillaume Denebourg et je suis traducteur de formation, traducteur professionnel. Alors, je suis actif dans pas mal de domaines de la traduction. Peut-être que nous aurons l'occasion d'en reparler au cours de ces entretiens. Et parmi ces activités, donc, je suis notamment traducteur littéraire. Je crois d'ailleurs que c'est plutôt la casquette qui va faire l'objet de l'interview aujourd'hui. Donc peut-être que je vais vous laisser poser les questions par la suite pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, parallèlement à ça, peut-être, je peux aussi indiquer que je suis enseignant à l'université de Mons, en Belgique, et aussi un petit peu à l'université de Lille, en France, hein, qui se situe, moi, j'habite juste sur la frontière franco-belge. Et donc, voilà, aussi bien à Lille que Mons, ben, ce sont deux villes qui sont assez proches de chez moi. Voilà, où je donne des cours de traduction, des cours de traduction littéraire, mais aussi des cours de traduction classique, je dirais, à des étudiants qui se destinent à ce beau métier. Voilà. Alors, c'est quoi être un traducteur pour vous? Donc, en quoi ça Alors, consiste, être traducteur? ben, être traducteur, eh bien, c'est ouais, c'est une vaste question. Ben, c'est tout simplement, en fait, je dirais, essayer de permettre à des personnes qui ne parlent pas certaines langues, eh bien, de comprendre les messages qui sont exprimés justement dans des langues étrangères. Ce message, quand on est traducteur, est souvent exprimé à l'écrit, hein, par opposition notamment à des interprètes là, qui vont traduire, si j'ose dire, oralement, soit en simultané, soit en consécutif des messages. Ici, la tâche du traducteur sera principalement donc je dirais, de transposer, de faire passer des textes écrits dans une langue étrangère vers une autre langue à destination donc, des locuteurs de cette langue cible. D'accord. Quel est votre parcours personnel et professionnel? Alors, mon parcours, donc j'ai forcément, quand j'étais donc au lycée et au collège, étudié les langues étrangères. Hein, donc, j'étais dans cette filière, je dirais, langue moderne. Puis ensuite, eh bien, j'ai suivi des cours de traduction dans une faculté de traduction et d'interprétation. Je dis ça avec le sourire car je sais que le commun des mortels, si j'ose dire, n'est pas toujours au courant en fait qu'il existe vraiment des formations spécifiques pour ces métiers-là. Hein, et donc voilà, on a justement d'ailleurs ici à Mons, donc, qui est la ville toute proche, une faculté de traduction et une université assez réputée en la matière. Hein, où j'ai suivi donc mes études et où donc je suis toujours pour l'instant donc en tant qu'enseignant. Voilà, donc ça c'est un peu la formation de base. Ensuite, ben, j'ai suivi d'autres formations, aussi bien universitaires, notamment avec un master de spécialisation plus scientifique, je dirais, mais toujours par rapport à la traduction ou la traductologie, si vous voulez. Et puis j'ai suivi des formations, là principalement pour la traduction littéraire, que ce soit à Bruxelles, au Centre européen de traduction littéraire, ou bien dans divers ateliers de traduction littéraire également, qui sont organisés dans différentes villes, notamment pas mal à Amsterdam, pas mal à Paris aussi, où j'ai été quand même un certain nombre de fois pour essayer de me former et d'améliorer mes compétences. Alors, vous traduisez quelle langue? Vous traduisez le néerlandais? Alors, je traduis deux langues, donc le néerlandais principalement, qui est, je dirais, ma langue véritablement de prédilection, et aussi de l'anglais, hein, qui n'est pas forcément une langue que je considère comme secondaire, mais c'est vrai que avec le temps, et particulièrement en traduction littéraire, je me suis véritablement spécialisé pour les traductions du néerlandais vers le français. Alors, pourquoi avoir choisi le néerlandais justement? Alors, bah, écoutez, tout simplement parce que ça fait partie des langues officielles de la Belgique, hein, qui est le pays où je suis résident. Et donc, bah, c'était un choix un peu naturel. Alors, il y aurait beaucoup de choses à en dire de ce choix naturel. En tout cas, pour moi, ça a été le cas, hein, puisqu'en Belgique, donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous avons trois langues officielles, donc, qui sont le néerlandais, l'allemand et le français. Et le néerlandais, donc, est une langue dont l'apprentissage est obligatoire dans l'enseignement secondaire à partir d'un certain niveau. Et donc, en gros, ben, j'ai été un petit peu naturellement baigné en grand contact avec cette langue assez rapidement et j'ai très très vite accroché en fait dès mes premières années dans le secondaire, dès mes premières années au collège, donc si vous voulez,
je suis tout de suite, j'ai tout de suite été passionné par cette langue et donc instantanément, ben, j'ai commencé à travailler, à lire des livres, à me balader un peu partout avec mes dictionnaires de néerlandais-français pour apprendre de nouveaux mots, faire des petits jeux avec mes copains de classe pour essayer d'enrichir notre vocabulaire. Et c'est comme ça que, ben, chemin faisant, ben, je suis toujours resté en contact avec cette langue. Alors, je disais naturel ou pas, parce que, donc, sans vouloir me lancer dans une grande réflexion, je dirais, sur l'enseignement des langues en Belgique, mais c'est vrai que malgré ce qu'on pourrait croire, donc malgré le fait que le néerlandais est une langue officielle en Belgique, il y a une certaine désaffection, je dirais malheureusement, des élèves et des étudiants pour le néerlandais, qui est une langue qui n'est pas beaucoup appréciée, je dirais, et qui est véritablement en pénurie au niveau de la traduction et aussi au niveau de l'enseignement. Par exemple, les écoles secondaires ici ne savent plus quoi faire pour trouver des maîtres de langue et des enseignants de néerlandais. Et donc, c'est assez compliqué, en fait. Et donc là, je profite un petit peu de cette tribune, hein, une modeste tribune, si j'ose dire, pour vraiment encourager quiconque à choisir cette langue qui, comme je l'ai dit, est très en demande et voire même carrément en pénurie. D'accord. Donc, c'est-à-dire que le néerlandais n'a pas bonne réputation en Belgique alors? Bon, Si vous alors voyez c'est bien. un nom. Ouais, bon, on peut dire un peu ça. En fait, en tout cas, bah après, c'est une sorte de cercle vicieux, si vous voulez, ou forcément, mais comme on manque d'enseignants, donc sans vouloir un instant critiquer les enseignants qui sont en place, mais c'est vrai que comme on manque d'enseignants, eh bien, forcément, ça peut avoir des conséquences sur la façon dont l'enseignement est donné. Donc, bah, ça donne pas forcément toujours envie à tout le monde de poursuivre ces études comme ça en néerlandais quand les élèves ont la chance d'avoir cours, puisque c'est pas forcément toujours le cas. Et donc, en effet, il y a un peu comme je dis, cette désaffection pour le néerlandais en Belgique. Hein, on croirait que tout le monde est bilingue en Belgique, et en fait, c'est absolument pas le cas. Voilà. Alors, pour ce qui est des raisons, hein, comme je l'ai dit, on pourrait en discuter longtemps, mais en tout cas, il est clair que la situation pourrait être beaucoup mieux en fait au niveau de l'apprentissage du néerlandais en Belgique par les francophones. Et voilà, forcément, ça a un peu des répercussions, si vous voulez, sur tous les maillons de la chaîne jusqu'au marché professionnel. D'accord. Dans quel domaine traduisez-vous? Alors, donc vous parlez de façon générale ou pour ce qui est de la traduction littéraire? Alors, de façon générale, est-ce que vous traduisez dans le monde littéraire, dans le domaine littéraire, scientifique, enfin dans le domaine médical, et cetera? D'accord. Alors, j'ai traduit dans beaucoup de domaines au fil de ma carrière. J'ai varié les plaisirs, comme on dit. Donc, au début, par exemple, je faisais pas mal de traductions dans le domaine médical. J'aimais bien en fait ces traductions spécialisées dans ce domaine. Ensuite, bah, j'en avais fait un peu trop, j'ai voulu changer. Et puis, bah, c'est aussi un petit peu au hasard des rencontres, au hasard des circonstances, des demandes qu'on peut vous envoyer pour certaines traductions. Vous dites, oh, bah, j'ai jamais essayé, mais pourquoi pas? Et donc, c'est comme ça que, chemin faisant, on en vient parfois à se spécialiser, je dirais en tout cas à se choisir les domaines de prédilection. Donc, comme je l'ai dit, j'ai fait du médical. Pendant tout un temps, j'ai même fait du militaire. J'ai traduit aussi dans le domaine de l'orthodontie, de la dentisterie, par exemple, puisque pour tout vous dire, mon épouse est orthodontiste et donc ben, j'avais une bonne relectrice à la maison pour faire cette traduction et c'est comme ça que ben, j'en ai accepté et j'en ai fait pendant un certain temps. Puis j'ai arrêté, puis j'ai eu l'occasion de travailler plus dans le domaine je dirais, des institutions internationales, hein, notamment pour faire des traductions pour les Nations Unies. Ça, c'est toujours des traductions que je fais aujourd'hui. Voilà, il y a encore plein d'autres petites choses, mais on va dire que c'est un petit peu les grandes lignes. Et alors, parallèlement à ça, parce que c'est vrai que c'est toujours un domaine qui est un peu, je dirais, périphérique, comme ça, la traduction littéraire, où là, ben, j'ai toujours continué à me former. Donc là, donc j'englobe dans la traduction littéraire tout ce qui va être traduction plus journalistique, notamment par exemple pour le Courrier international, qui est une revue qui est assez connue, pour laquelle je fais pas mal de traductions, donc à partir du néerlandais vers le français. Et puis, ben, dans le domaine de la littérature, vraiment au sens premier du terme, avec des traductions aussi bien fiction que non-fiction. Hein, j'ai traduit pas mal de romans historiques, par exemple, d'une autrice néerlandaise qui s'appelle Simone van der Vlugt, qui ont un certain succès en France. Et alors, ben là, je viens de terminer pour les éditions Gallimard, par exemple, un essai, plus un essai politico-historique, je dirais, d'assez longue haleine d'ailleurs, qui faisait bien 700 pages, un historien néerlandais qui s'appelle Geert Mak, et qui est un ouvrage très très intéressant, qui m'a fait un peu suer sang et eau, comme on dit, mais que j'ai quand même pris beaucoup de plaisir à traduire. Voilà.
Alors, quelle est la rémunération d'un traducteur? Est-ce qu'un traducteur peut bien gagner sa vie? Alors, bah, c'est la grande question. C'est amusant puisque pas plus tard qu'il y a 2 jours, je tenais une sorte de petit exposé justement sur la rémunération des traducteurs auprès de mes étudiants, puisque c'est une question qui intéresse toujours beaucoup de monde et particulièrement donc les futurs professionnels. Alors, ben, si vous voulez, il y a plein de choses à dire évidemment là-dessus, donc je vais essayer d'être le plus concis possible. Tout d'abord, il faut savoir que la traduction n'est pas une profession réglementée. D'accord? Donc, ce qu'on entend par là, c'est qu'il n'y a pas d'accès à la profession, c'est-à-dire que n'importe qui, mais littéralement, peut du jour au lendemain, eh bien, se créer un site web ou s'imprimer des cartes de visite et s'autoproclamer traducteur ou traductrice et commencer à faire de la traduction. Voilà. Après, forcément, il faudra encore trouver des clients et, je dirais, les garder hein, en fournissant des traductions qui sera dont la qualité sera à la hauteur, mais néanmoins, cette particularité fait qu'il y a quand même une certaine pression sur les tarifs qui fait que globalement, la traduction souffre, les revenus des traducteurs souffrent un petit peu de cette non-réglementation. Donc, ça, c'est une première chose. Et alors, la nature même, je dirais, du métier qui permet en fait un certain nomadisme, on va dire, donc qui est un terme un petit peu à la mode depuis la crise sanitaire. Donc, c'est-à-dire qu'on peut un peu travailler d'où on veut, en gros, avec un ordinateur, une bonne connexion Internet et bien sûr toutes les compétences requises, mais néanmoins, on peut assez facilement travailler dans la traduction, ce qui veut dire qu'en gros, le marché de la traduction est comment dirais-je, dominé par des travailleurs indépendants qui ont généralement un autre travail sur le côté. Je dirais que la proportion est plus ou moins, alors ça dépend en fonction des pays, en fonction des langues, mais on va dire que globalement, pour le français, on est dans une proportion de plus ou moins 2 tiers d'indépendants qu'on appelle en Belgique complémentaires et 1 tiers vraiment de traducteurs qui font ça à temps plein. Et ce qui veut dire que, donc, sans vouloir tomber dans les clichés, mais il y a quand même une part de vérité, quand vous avez quelqu'un qui travaille comme enseignant, qui travaille dans une entreprise et dont la traduction n'est qu'un supplément hein, pour arrondir un peu les fins de mois, forcément, ces personnes ont parfois tendance à se montrer un peu moins exigeantes au niveau des tarifs, ce qui a aussi tendance à faire baisser un petit peu, je dirais, le niveau moyen des tarifs. Encore une fois, il ne faut vraiment pas généraliser, mais on va dire que ce sont des tendances qu'on remarque. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que la traduction est un métier mal payé. On peut très, très bien en vivre, mais donc il faut tenir compte de ces réalités. À l'inverse, quand on est indépendant, ben on peut un peu, comment dirais-je, faire bouger le curseur un peu comme on veut gagner un peu plus, eh ben, on peut travailler un peu plus. Hein, et sincèrement, il y a du travail sur le marché de la traduction. Toutes les agences que je peux croiser, tous les partenaires que je peux croiser, je dirais presque, ne savent plus quoi faire pour trouver de bons traducteurs et de bonnes traductrices qui ont envie de s'impliquer, qui ont envie de fournir du travail bien fait. Et donc, du travail, il y en a. Donc, autrement dit, après, il y a une certaine pression sur les tarifs, on ne va pas se mentir, ce qui veut dire que je ne pense pas que ce soit un des métiers qui soit les plus lucratifs de tous les métiers qu'on peut trouver dans la vie économique par rapport à la grande finance, par rapport au métier du droit, etc. Mais on peut bien sûr très bien en vivre et comme je l'ai dit, cette particularité d'être indépendant permet en gros de définir ses revenus, de déterminer ses revenus un peu comme on le souhaite en fonction du nombre d'heures qu'on a envie de travailler sur la semaine. Alors, C'était donc, un du peu coup, long, on peut faire… excusez-moi. Non, non, c'est pas grave. Donc, du coup, on peut faire un autre métier à côté de traducteur. Est-ce que c'est possible de faire un autre métier à côté de Bien traducteur? évidemment, à condition bien sûr que votre employeur l'accepte, hein, mais comme en gros tout le monde dans tous les métiers a la possibilité de cumuler, on va dire, plusieurs postes, enfin plusieurs fonctions. Hein. On pourrait très bien imaginer que je ne sais pas, moi, pour prendre un exemple, une personne qui travaillerait dans le département marketing d'une entreprise puisse avoir sur le côté un emploi complémentaire de photographe, par et aller faire des photographies de mariage le samedi, ou n'importe quel exemple de ce type-là. Eh bien, en effet, c'est la même chose pour la traduction. Donc, il y a, comme je l'ai dit, une majorité des traducteurs et des traductrices qui travaillent le soir, travaillent sur le temps de midi, travaillent le week-end
pour faire valoir ces compétences linguistiques et ces compétences communicationnelles qu'elles ont. Et il n'y a absolument aucun mal à cela. Hein, c'était vraiment un constat, je dirais, purement économique que j'avais fait, mais c'était absolument pas, bien sûr, un jugement de valeur. Et ces personnes font du travail qui, j'en doute pas, d'aussi bonne qualité que les traducteurs et traductrices à temps plein. Alors, pour vous, quelle est la différence entre traducteur et interprète? Alors, ben, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, hein, Oui, en oui. introduction, quand vous m'avez posé la question de la définition d'un traducteur. Ben, donc voilà, enfin, vraiment la grande différence, c'est que l'interprète va travailler à l'oral. Hein, donc traduire un discours qui est prononcé oralement. Alors il y a plusieurs ensuite particularités. Il y a soit la simultanée, hein, qui est généralement ce que la plupart des gens connaissent, donc à savoir les interprètes dans les grandes institutions, que ce soit la Commission européenne ou les Nations Unies ou plein d'autres institutions. Donc en gros, on traduit en direct, en écoutant d'un côté et en parlant de l'autre. Il y a la simultanée, où là pardon, la consécutive, excusez-moi, où là on va prendre des notes. Hein, donc l'orateur parle, l'interprète ne dit rien, et puis en fonction des accords qui sont trouvés, l'orateur s'interrompt toutes les X minutes, hein, pour permettre à l'interprète de restituer le discours. Alors il y a interprétation de liaison aussi, où là on aura tendance à chuchoter dans l'oreille des clients. Voilà, donc tout ça, en gros, ça gravite toujours autour de l'oralité. Et puis ensuite, traducteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui va être texte écrit. Alors, quelle est la difficulté dans la traduction? Quelles sont les difficultés dans la traduction? Par exemple, vous avez un texte et puis vous avez des termes qui ne vous sont pas familiers. Alors, quels sont les... Bon, par exemple. Bien sûr. Alors, donc voilà, il faut faire passer le message d'une langue à une autre. Hein, donc, parler des difficultés, c'est un peu parler finalement des compétences qui seraient nécessaires pour être un bon traducteur. Hein, alors, parmi les compétences, alors ça paraît un petit peu évident, mais il y a forcément la connaissance des langues. Alors, la connaissance de la langue traduite, hein, dans ce qu'on appelle la langue source, hein, le néerlandais par exemple dans mon cas, ou l'anglais. Hein, et donc là, pour le coup, il faut avoir une connaissance très fine de la langue, hein, dans toutes ses nuances. Alors la meilleure connaissance possible. Alors souvent les gens disent ah tu parles néerlandais, tu parles anglais, alors ça y est, tu es parfait bilingue ou trilingue et tu peux traduire un petit peu dans tous les sens. Hein, c'est aussi des mythes qui circulent assez souvent sur la traduction. Donc généralement ce qu'on fait, c'est qu'on ne traduit pas vers toutes les langues. Hein, une règle d'or dans la traduction est qu'on traduit exclusivement vers sa langue maternelle. Alors, il y a parfois des exceptions à cette règle d'or, mais globalement, on essaie de le faire. Donc, ça m'amène à la deuxième compétence, qui est souvent une compétence qui est, on va dire, un peu sous-estimée ou méconnue du grand public, mais donc c'est la connaissance de la langue cible, de la langue de traduction. D'accord. Donc, le français en l'occurrence, et donc on essaye vraiment, notamment dans les écoles de traduction, d'être les plus exigeants possible par rapport à la connaissance du français, hein, pouvoir écrire dans un langage, dans un français clair, sans faire de fautes ou moins possible, dans le cas de mes étudiants, de fautes d'orthographe, de fautes de grammaire, etc. Donc, avoir un texte qui est parfaitement clair et parfaitement écrit. Voilà. Donc, les compétences linguistiques, ça, c'est une chose. Alors, il y a greffé à ça, bien sûr, il y a, en fonction de la nature du texte qu'on va traduire, si c'est de la traduction spécialisée, je parlais tout à l'heure des textes de dentisterie ou d'orthodontie, il faut avoir évidemment une connaissance du domaine, une connaissance thématique de ce qu'on traduit. Donc, en gros, il ne suffit pas de connaître la langue, il faut connaître vraiment, il faut comprendre ce dont on parle. Et là, il faut soit avoir ces connaissances, je dirais, en soi, parce que c'est un domaine qui nous intéresse, qui nous passionne, ou bien pouvoir faire les recherches terminologiques, donc vraiment la façon comment ça se dit, ou plutôt des recherches conceptuelles, je dirais, pour vraiment comprendre de quoi on parle, hein, ce qui n'est pas forcément toujours le cas, et ce qui, selon moi, fait vraiment, alors peut-être tout l'intérêt, oui, on peut dire ça, mais en tout cas, c'est un des grands intérêts, un des grands avantages de ce métier, c'est qu'on peut vraiment laisser libre cours à sa curiosité. Alors, il faut être curieux, d'ailleurs, quand on est traducteur, il faut s'intéresser à toute une série de domaines et on apprend plein de choses. C'est ça vraiment qui, pour moi, fait la qualité. Voilà, et pour terminer, eh bien,
une fois qu'on a un petit peu tous ces socles qui sont mis en place, ben, il faut avoir des techniques de traduction pour éviter de tomber dans certains pièges. Donc là, on parle plutôt des compétences de transfert linguistique. Ou comment fait-on pour passer d'une langue à une autre? Alors, il y a des questions de déverbalisation puis de reverbalisation. On parle beaucoup aussi de la théorie du sens, qui est une des grandes théories en traduction. Donc, en gros, ben, on ne traduit pas des mots, mais on traduit du sens. Et donc, ben, il faut éviter de tomber dans une trop grande littéralité. Il faut éviter de traduire du mot à mot, un peu comme du Google d'il y a une dizaine d'années. La traduction automatique s'est pas mal améliorée dernièrement. Mais donc, vraiment aller chercher la signification et faire en sorte que cette signification soit restituée, je dirais, de la meilleure manière possible dans la langue de la traduction. Voilà. Donc, du coup, comment faites-vous si vous n'arrivez pas à traduire quelque chose? Par exemple, vous avez un terme, mais vous ne savez pas traduire parce que ça fait vraiment partie de la culture néerlandaise, par exemple. Que faites-vous? Alors, ça n'arrive pas. Non, je plaisante en disant ça parce que c'est vrai que ça fait très pompeux, mais en fait, blague à part, c'est un petit peu le message. En fait, ça ne doit pas arriver. Alors, évidemment, donc ça, c'est la théorie. Alors, en pratique, évidemment, je tombe presque quotidiennement sur des termes, des phrases un peu obscures, sur des termes qui me sont inconnus. Et donc, en gros, ben, je suis le spécialiste, je suis la personne pour qui que le client paye pour pouvoir comprendre le message, et donc je dois tout faire pour essayer de comprendre et de restituer ce message. Et ça peut passer par plusieurs niveaux. Évidemment, ben, je peux faire appel à mes propres connaissances et donc comprendre le message comme ça spontanément. Alors, c'est ce qui se passe quand même, je vous rassure, la plupart du temps. Mais si vraiment je tombe sur comme vous dites, ce qu'on appelle des réalia, c'est-à-dire des éléments culturels très spécifiques aux Pays-Bas ou à la Flandre, pour parler de la Belgique, ben, je vais faire des recherches grâce à cet outil merveilleux qui est Internet. Franchement, c'est vraiment rare quand on ne trouve pas ce qu'on veut. Alors, ben, il y a des techniques de recherche terminologique, des techniques de recherche thématique pour aller chercher l'information là où elle se trouve de la façon la plus efficace possible. Et parfois, et ça m'arrive d'ailleurs assez souvent, en dernier recours, ben, je fais appel à mon réseau, comme on dit, donc à des locuteurs natifs, et notamment une dame aux Pays-Bas qui, je tendance à faire appel de temps en temps. Si vraiment je ne comprends pas, je dis, écoute, regarde un petit peu ça ici, cette phrase, je ne comprends absolument pas ce que ça veut dire, ou j'ai des doutes, est-ce que c'est plutôt ça ou est-ce que c'est plutôt ça? Généralement, c'est plutôt de cette façon que ça se passe. Et elle me renseigne bien gentiment. Voilà, on a une petite collaboration comme ça où elle me facture, je dirais, le temps qu'elle passe à me donner ses explications quand vraiment ça c'est nécessaire. Et voilà, moi, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent. Alors, quand on est traducteur en entreprise, par exemple, et qu'on a des locuteurs natifs à sa disposition dans le bureau, ben, on pose la question comme ça de poste à poste. Moi, je suis tout seul chez moi, donc j'ai pas beaucoup l'occasion de le faire. Mais donc, en gros, on trouve des solutions. Il faut absolument trouver des solutions. Donc, en gros, ça n'arrive pas, je dirais, qu'on ne puisse pas comprendre. Il faut se faire aider si vraiment on n'arrive pas à s'en sortir tout seul. D'accord. Bon, vous avez à peu près répondu à cette question. Est-ce qu'on doit maîtriser obligatoirement une langue pour traduire ou pour interpréter? Donc, Est-ce qu'on doit obligatoirement la connaître? C'est ça la question? oui, voilà, pour pouvoir l'interpréter. Bah oui, Connaître oui, oui, les règles de grammaire, enfin, par exemple, des choses comme ça du néerlandais pour pouvoir bien traduire cette langue. bah, je dirais oui, c'est un peu la base de tout en fait. Donc, bien évidemment, c'est la base de tout. Alors, bon, enfin, voilà, on pourrait imaginer bien sûr certaines situations où, avec la traduction automatique notamment, où on ferait traduire un texte dans une langue qu'on ne connaît pas et puis on se contente de bricoler, de rafistoler la production de cette traduction automatique. Avec bien sûr tous les risques que ça impliquerait en termes de mauvaise interprétation, si on part du principe qu'une machine est capable d'interpréter, mais enfin de mauvaise, je dirais, transposition du sens. Donc voilà, mais enfin ce sont des cas exceptionnels qui arrivent, enfin en tout cas qui n'arrivent pas sur le marché de la traduction professionnelle. C'est plutôt réservé, on va dire, à des usagers lambda qui seraient obligés de trouver des solutions comme ça un peu en mode débrouille. Mais pour ce qui est de la traduction professionnelle, non, bien sûr, on ne traduit que les langues qu'on connaît. Généralement, ce sont deux langues. Peut-être que enfin, je crois peut-être reconnaître cette question un peu grand public aussi qui revient très régulièrement aussi quand j'explique ce que je fais dans la vie à des gens que je peux rencontrer en vacances ou autres et qu'on me dit que je dis que je suis traducteur. Ah ouais, tu parles combien de langues comme ça?
Hein, les gens pensent souvent qu'on traduit 10 langues, alors qu'en fait, non. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'essayer de connaître beaucoup de langues, mais c'est vraiment de connaître le mieux possible quelques langues. Beaucoup de traducteurs n'en traduisent qu'une seule, d'ailleurs. Ici en Belgique et dans toutes les formations, une bonne partie des formations en Europe, c'est souvent une combinaison linguistique, hein, avec donc 2 langues sources et une langue cible, la langue maternelle, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Quel est le délai maximal autorisé pour traduire un roman? On vous donne quelque chose, on vous donne combien de jours, de mois pour traduire? Tout dépend bien sûr de la taille du roman en question, tout dépend du degré d'urgence ou de l'envie de publication du roman en question. Alors, allez, on va dire qu'un globalement pour un roman, un livre de taille moyenne, hein, on va dire, donc qui serait plus ou moins de ce format-là. Voilà, ben là on pourrait, c'est un bloc-notes, mais enfin comme ça, on fait quand même plus ou moins l'épaisseur du livre. On va dire, on laisse entre 6 mois et 1 an. Hein, donc, en gros, l'idée vraiment en traduction littéraire, en tout cas, parce que c'était bien ça la question, et vous parliez d'un livre ou de roman, c'est vraiment de laisser le temps de bien faire les choses. D'accord, donc, même si on laisse 1 an, ça ne veut certainement pas dire que je vais être occupé dessus pendant 1 an. Mais ce qu'on fait généralement, c'est qu'on traduit une première fois, oui, c'est ça. En fait, on fait un premier jet, ou qui peut être déjà une traduction qui est déjà pas mal aboutie. Moi, j'aime bien déjà bien retravailler mes traductions dès le départ. Et puis, on laisse décanter, comme on dit, on laisse reposer. On essaie d'oublier un maximum ce qu'on a fait. Et puis ensuite, donc en fonction du temps qu'on nous a laissé, quelques semaines, quelques mois, on revient dessus et là, on retravaille l'ensemble. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'on arrive vraiment à élever le niveau une fois qu'on a dégagé un petit peu, je dirais, de ressources cognitives pour vraiment voir ce texte avec un nouvel œil, avec un nouveau regard. Voilà, donc généralement, c'est vraiment, on se laisse le temps de bien faire les choses. Après, voilà, pour des biographies du style Barack Obama, par exemple, qui sont des grands succès commerciaux, là, les maisons d'édition, elles mobilisent 4 traducteurs simultanément sur le même livre, qui traduisent d'art comme ça, presque dans un bunker, jour et nuit, pour faire en sorte que la traduction sorte le plus vite possible, parce qu'il faut que ça sorte, parce que c'est bientôt Noël et qu'il faut que les livres se vendent à ce moment-là. Enfin, vous voyez, donc sincèrement, ce sont des projets qui peuvent aussi être passionnants. Hein. C'est un peu cette performance olympique, je dirais, ou sportive de traduction, mais c'est pas la règle en fait. La règle vraiment en traduction littéraire, c'est d'essayer de se laisser le temps de bien faire les choses. Et comme je le disais à ce titre-là, il y a cette phase de décantation qui est quand même importante et qui donc allonge les délais. D'accord. Est-ce que vous utilisez des outils pour traduire, par exemple, des livres de grammaire, des sites, par exemple, Wikipédia, voilà, des Bien sites sûr, pour des oui, livres bien pour sûr, traduire? on a nos outils. Alors, pour ce qui est donc là, il y a vraiment une grande différence à faire entre la traduction, je dirais, classique et la traduction littéraire. La traduction classique, il y a quand même pas mal d'outils qui sont utilisés, par exemple des logiciels qui permettent d'organiser le texte en 2 colonnes pour pouvoir travailler plus facilement avec ce qu'on appelle des bases terminologiques, hein, qui permettent donc je reviens sur mon fameux exemple de l'orthodontie, vous imaginez bien que là, il y a plein de termes techniques, du jargon spécifique à ce domaine, de spécialité. Et donc là, c'est bien de tout mettre, on va dire, dans une sorte de grand glossaire informatisé qui nous aide, en gros, qui repère certains termes de la langue source et qui nous dit « Ah, attention, car là, il y a un terme que tu as déjà cherché. » Donc, on te donne tout de suite la réponse, si on veut, pour gagner du temps. Donc, les outils et encore plein d'autres choses qui permettent aussi bien de garantir la cohérence que de garantir l'efficacité, de travailler plus efficacement. Et donc, voilà, ça reste un métier. Donc, le temps, c'est de l'argent, comme on dit. Donc, essayer d'être le plus efficace possible, le plus productif possible, avec même parfois, en fait, ou même de plus en plus souvent actuellement, la traduction automatique, hein, qui est utilisée, on va dire, pour pré-traduire le texte, mais qu'il faut ensuite, bien sûr, impérativement faire corriger, hein, post-éditer, on appelle ça dans le milieu, par un traducteur professionnel. Et voilà, il y a certains textes pour lesquels ça ne fonctionne pas du tout. Il y a certains textes très clairement pour lesquels ça fait gagner du temps et qui sont utilisables, qui sont exploitables à ce titre. Voilà, donc ça c'est pour la traduction classique. Donc oui, il y a assez bien d'outils, hein, un peu comme dans tous les domaines, tous les métiers, l'informatique et la technologie est là pour nous aider et la traduction n'échappe pas du tout
à cette évolution. Pour ce qui est de la traduction littéraire, alors ça commence un petit peu. Il y a des collègues d'université qui s'intéressent à ce domaine, l'utilisation de la technologie par les traducteurs littéraires. Mais il faut reconnaître que c'est quand même assez pauvre, ou encore assez peu évolué, je dirais. Alors voilà, on verra comment ça va se passer dans les années qui viennent. Mais donc, par exemple, moi, je suis toujours avec mon fichier PDF d'un côté, avec la traduction, le livre, et puis mon petit fichier Word de l'autre côté, que j'ouvre un nouveau document tout blanc, et puis hop, je commence à traduire comme ça, avec les deux documents vis-à--vis, hein, pour pouvoir traduire. Bien sûr, ensuite, il y a les dictionnaires, hein, que j'utilise, mais souvent, c'est des dictionnaires électroniques. Des correcteurs orthographiques, des dictionnaires de synonymes ou de colocation, qui est vraiment le dictionnaire que j'utilise le plus, la ressource que j'utilise le plus. Hein, je ne sais pas si vous connaissez le fameux Crisco, par exemple, qui est un dictionnaire de synonymes développé par des collègues de l'université de Caen, qui est un dictionnaire de synonymes vraiment bien. Puis il y a le Robert, il y a Antidote, il y a plein de choses. Donc oui. Et puis bien sûr, l'immensité de l'univers cybernétique, j'ai envie de dire. Donc toutes les recherches qu'on a à faire, notamment pour mes romans historiques, là, j'utilise, donc je fais mes recherches simplement sur Internet, via Google, sans vouloir leur faire de publicité. Et voilà, j'enregistre mes liens, je les mets dans mes favoris pour m'en souvenir, je les classe un petit peu comme je veux en fonction des domaines. Voilà, donc tout ça est assez bien organisé chez moi pour essayer justement de retomber plus facilement sur des recherches que j'aurais déjà faites préalablement. Mais ça reste, je dirais globalement, bon, donc pour ce qui est de la traduction littéraire, un mode de travail assez artisanal finalement, avec pas beaucoup de présence de la technologie, plus vraiment un assez gros travail intellectuel, je dirais, pour essayer de arriver aux meilleures traductions possibles. Quels sont vos mauvais et vos bons souvenirs dans le métier de traducteur? Alors, mauvais et bons souvenirs. Écoutez, j'ai plein de bons souvenirs, évidemment, même beaucoup plus, je dirais. J'en ai en fait presque que des bons souvenirs, puisque même les mauvaises, enfin voilà, on a toujours des petits accrochages, que ça peut avec des clients avec qui on ne serait pas d'accord sur certaines traductions, ou bien des traductions qu'on aurait pu oublier, et puis donc on a des petits couacs comme ça qui peuvent se passer dans le quotidien d'un professionnel indépendant, je dirais. Donc ça arrive toujours qu'il y ait des plaintes, on va dire, de clients. Mais franchement, j'en ai pas forcément un mauvais souvenir, hein, sans vouloir tomber dans une sorte d'optimisme béat, mais il y a quand même un peu cette idée qu'on apprend toujours de ses erreurs, et donc en gros, toutes ces mauvaises expériences, elles m'ont permis de me construire et de devenir modestement le traducteur que je suis aujourd'hui et qui doit encore beaucoup évoluer, hein, mais qui a rencontré des difficultés au cours de son parcours et qui a permis de grandir d'une certaine façon. Voilà, après, voilà, sans vouloir être naïf, bien sûr, on a toujours des petits accrochages avec les uns et les autres. Et voilà, donc, comme je disais, ce n'est pas forcément des mauvais souvenirs, mais il m'est arrivé d'avoir des mauvaises expériences, mais franchement, rien de vraiment alarmant. Et puis, tous les bons souvenirs, à côté de ça, c'est toutes les traductions que j'ai pu faire, en particulier dans le domaine littéraire, qui m'ont à chaque fois appris tellement de choses, qui ont été tellement enrichissantes. Dans la vie associative aussi, puisque je n'ai pas mentionné ça en préambule quand vous m'avez demandé de me présenter, mais je suis pas mal impliqué dans le monde des associations aussi, de traducteurs et traductrices. Et voilà, on fait des rencontres, hein, on rencontre des collègues, des confrères, des consoeurs et autres. Et ça aussi, c'est très enrichissant de pouvoir partager un petit peu sa pratique avec d'autres, les bonnes et les mauvaises pratiques, se mettre en garde contre les mauvaises et plutôt se recommander les bonnes. En fait, faut-il obligatoirement ou est-ce que c'est conseillé d'être d'origine de la langue cible pour traduire? Alors, je sais pas donc, ce que vous entendez par d'origine, mais donc il faut être locuteur natif de la langue cible de la traduction. Hein, donc, j'ai déjà aussi un petit peu parlé de ça, mais donc c'est, comme je le disais, une règle d'or dans le secteur qui a ses exceptions. Mais quand on veut produire un texte de qualité publiable, hein, encore une fois, si on parle de traduction littéraire, pour moi, il faut impérativement être locuteur natif de la langue ou d'un niveau équivalent. Je dis ou d'un niveau équivalent parce que, par exemple, pour le néerlandais, nous avons un certain nombre de confrères et consoeurs qui sont, par exemple, des expatriés hollandais ou néerlandais qui vivent en France depuis 30, 40 ans, hein, et qui sont tellement imprégnés dans la culture française qu'ils ont atteint un niveau
qui généralement travaillent en plus dans la sphère littéraire, mais qui ont atteint un niveau de français qui est équivalent, voire parfois supérieur à celui des locuteurs natifs. Et donc, ces personnes-là peuvent traduire vers leur langue, vers la langue étrangère, on va dire. Mais est-ce qu'il ne faut pas se demander si le français n'est pas devenu leur langue maternelle? Voilà, donc il y a assez bien de cas de figure comme ça. Alors après, pour des langues plus rares, on va dire, ou en tout cas à plus faible diffusion, comme on dit, pour utiliser un terme plus politiquement correct, même si je trouve que langue rare n'est pas spécialement insultant, hein, pour des langues africaines, par exemple, ben là, évidemment, il n'y a pas toujours la possibilité d'avoir des locuteurs natifs de la langue cible et qui connaissent en plus très très bien, qui ont une connaissance très fine de la langue source. Donc là, ça peut parfois arriver que ces personnes travaillent alors en collaboration, par exemple, avec parfois des locuteurs natifs pour essayer de produire une traduction, on va dire, d'un niveau suffisant pour être publié. Voilà, mais encore une fois, ce sont vraiment des cas, je dirais, satellites, périphériques, qui sont vraiment des exceptions. Et enfin, pour terminer notre entretien, quels conseils donneriez-vous à des personnes souhaitant se lancer dans la traduction? Quels conseils vous donnez à vos étudiants qui souhaitent devenir plus tard traducteurs professionnels? Alors, ben, c'est d'essayer d'être le meilleur possible, les meilleurs possibles dans leur art, je dirais. Hein. Donc, à savoir ben, vraiment essayer de travailler un maximum tout ce qu'ils peuvent travailler. Donc, après, voilà, sans vouloir faire une sorte de grand plaidoyer pour la valeur du travail, c'est vrai que ça reste très important en traduction, qui est un métier où la pratique, en fait, est très, très importante. Hein. En gros, c'est compliqué de enfin, pour s'améliorer, ben, il faut traduire, il faut traduire, il faut traduire, il faut traduire, faut être confronté avec plein de situations. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, je dirais essayer de travailler un maximum leurs compétences linguistiques. Hein, je refais un petit peu le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vous rassure, je ne vais pas tout répéter, mais avec donc, les différentes compétences pardon, nécessaires pour être traducteur. Donc, travailler leur langue, lire de la littérature de qualité, aussi bien dans la langue, dans la langue étrangère que dans la langue cible, hein, pour être, je dirais, confronté, être en contact au maximum avec toutes les bonnes choses qui nous sont données à lire par toutes les personnes qui écrivent bien, là tout autour de nous. Et voilà, pour travailler ces compétences communicationnelles, hein, de rédaction, qui sont vraiment des compétences très importantes sur le marché. Quoi qu'on en dise, hein, comme je dis tout à l'heure, les clients se désespèrent littéralement de trouver de bonnes plumes, comme on dit, de personnes capables de rédiger des textes de qualité. Et donc, ce serait vraiment mon conseil principal. Ensuite, voilà, d'un autre côté, pour ce qui est de la traduction littéraire, c'est être patient peut-être, traduire le plus possible et être en contact avec la langue, comme je l'ai dit, mais c'est vrai que c'est un métier qui demande peut-être parfois un petit peu d'expérience de traduction, mais aussi d'expérience de vie. Hein, moi, je suis pas un vieux briscard de la traduction, mais c'est vrai que j'ai pas fait de traduction littéraire avant, allez, une bonne dizaine d'années d'expérience, ce qui ne veut pas dire que c'est une condition sine qua non, très certainement pas, mais c'est sûr que ça aide. Hein, quand on a mûri un peu, si j'ose dire, ben, ça aide à mieux comprendre un petit peu toutes les références qu'on peut trouver dans la littérature. Voilà, et puis ne pas hésiter à se lancer, à oser, car c'est vrai que le métier de traducteur indépendant, donc bah, le statut d'indépendance, enfin, c'est un peu pareil pour tous les métiers, ça peut faire un peu peur comme ça au départ, hein, on n'ose pas trop se lancer, comment on fait pour trouver ses premiers clients, bah, il faut aussi être un peu patient, il n'y a pas forcément tous les projets qui pleuvent comme ça du jour au lendemain, mais si on est quelqu'un de méticuleux, si on est quelqu'un d'impliqué, si on a la volonté du travail bien fait, il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'on puisse se constituer une base de clients, je dirais, régulière, une base de clients réguliers plutôt, stable, hein, qui permettra de faire ses premières armes dans le métier et assez rapidement aussi de pouvoir en vivre très décemment. Voilà. D'accord, bah, on a terminé notre entretien. D'accord, Donc, merci. je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Voilà, j'espère que ça vous a plu cet entretien. Ça m'a beaucoup plu et donc je vous remercie de m'avoir sollicité pour cet entretien. Et puis, bah, je vous souhaite en tout cas une bonne continuation dans la suite de vos études en traduction. Merci. Et j'espère